Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je suis avec une avocate. Comme promis en fait j'avais souhaité rencontrer cette profession puisque c'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent quand on se lance en libéral ou qu'on est libéral même déjà. Comprendre un petit peu ce que c'est que ce métier, en quoi on en aurait vraiment les intérêts. Il s'avère que aussi c'est une profession réglementée qui ont un ordre, donc peut-être qu'on pourra aborder aussi ce sujet-là. Nelly, merci de m'accueillir. Eh ben, merci Maxime, du coup je suis ravie de participer à cet échange et de présenter peut-être des aspects, Ouais. je dirais, utiles du droit sur une profession qui a plusieurs attraits. Et qu'on ne connaît pas beaucoup en fait. Exactement. Les avocats, bon, on se dit, c'est quand il m'arrive un souci que je vais devoir. Et puis, puis on pense surtout à l'aspect financier. Souvent, tout ce qui va être les pratiques aujourd'hui d'un libéral, d'un diététicien, on pourrait croire que c'est soumis à des réglementations, alors que pas forcément. Nous, on est en contexte, souvent, on se bagarre entre guillemets avec des pratiques illégales de notre métier. Donc, c'est vraiment un sujet que j'aimerais qu'on aborde. Déjà, comment t'es venue l'idée d'arriver à ce métier-là? Quel est ton parcours? Quelle est ta spécialité? Oui, alors moi je suis avocat depuis 2012. Ok. Avocat, voilà, c'est des longues études, hein. On peut faire un parallèle des fois un peu avec médecine parce Ouais. qu'on est Master 2. Ouais. Après on fait l'école des avocats, c'est 18 mois. Et puis après on D'accord. commence en statut libéral. Donc ça fait déjà Ouais. un Le parallèle premier parallèle, ouais. entre nos professions. Alors moi j'ai toujours été avocat pour les entreprises, plutôt sur le volet litige, donc ça veut dire que j'ai un peu les conséquences de ce qu'on n'a pas forcément prévu en amont Ouais. et les conséquences fâcheuses, parfois qu'on peut anticiper effectivement en ayant une base contractuelle un peu plus sécure, en choisissant un statut peut-être d'entreprise qui est plus adéquat. Voilà, c'est tout un tas de questions auxquelles on peut réfléchir. Et puis bien sûr, dans l'accompagnement de professions, comment je dirais, réglementées ou un peu médicales, il y a des particularités qui ne se retrouvent pas ailleurs. Donc moi j'interviens pour les entreprises, mais une entreprise, ça commence de la TPE, ce qu'on appelle la très petite entreprise. Donc là, on a les professionnels libéraux qui sont également dedans, jusqu'à la très grosse structure où là c'est encore d'autres problématiques parce que plus on grossit, plus on est structuré, plus on a des contrats, des choses qui sont très verrouillées. Oui, il y a beaucoup plus de travail. Pour le coup, est-ce que tu recommandes un diète ou une future diète à tout de suite se rapprocher d'un avocat, peut-être pour sa mise en libéral? Est-ce qu'il y a tout de suite des points à regarder, par exemple sur sa pratique, sur le volet légal de ses factures, peut-être sur la volonté de proposer un abonnement ou la vente de compléments? Je sais que ça se fait, donc j'imagine qu'il y a une autre façon de se protéger. Oui, alors c'est vrai que tout dépend à quel moment on est dans sa vie d'entreprise. Quand on démarre diététicien, nutritionniste, etc., souvent on intègre la profession libérale. La première porte, c'est souvent l'activité d'entreprise individuelle. Ouais. Et puis petit à petit, on va se structurer. On peut déjà basculer sur une entreprise libérale, laisser large. À titre individuel ou à titre personnel ou avec d'autres associés. Se structurer, ça permet derrière, si on a envie de s'associer à d'autres personnes, on les fait monter au capital. Quand on est une entreprise individuelle, après il va falloir apporter son fonds à une société, etc. C'est d'autres démarches. Donc ça dépend de sa vision. À la base, est-ce que je veux être seule tout le temps? Sur quel chiffre d'affaires je tape? Si j'ai un petit ou un chiffre d'affaires raisonnable au départ, l'entreprise individuelle, je vais peut-être opter pour un statut de micro-BNC. Par contre, après, quand je vais faire un volume de chiffre d'affaires important, je vais me poser la question, effectivement, peut-être de passer en structure et de travailler différemment. Ça se fait, assez facilement. Est-ce que c'est conseillé de pouvoir... alors, il faut avoir la chance de pouvoir avoir un bon chiffre d'affaires. Donc, souvent, toutes mes vidéos sont là aussi pour motiver, montrer qu'il y a du boulot, en fait, et qu'il y a des diètes qui réussissent très très bien. Et trouver le bon moment, j'imagine, parce que c'est atteindre un certain plafond. C'est souvent des seuils. Alors c'est vrai que quand on est en libéral, on est souvent accompagné d'un expert comptable pour sa comptabilité. C'est à ce moment-là où chaque année on fait un petit point sur le bilan.
où on va un peu voir si on atteint ces seuils-là, etc. Aujourd'hui, on a un régime d'entreprise individuelle qui a évolué. Passé un temps, on était indéfiniment tenu sur nos dettes, sur notre patrimoine personnel. Aujourd'hui, on a un patrimoine professionnel, un patrimoine personnel. Donc les créanciers professionnels ne peuvent toucher que le patrimoine professionnel et plus le patrimoine individuel. Donc aujourd'hui, je dirais que le statut de l'entreprise individuelle a quand même évolué, donc il peut être un premier... C'est avantageux, tu penses Alors avantageux pour une structure, comment je dirais, avec des seuils qui ne sont pas très importants parce que la flexibilité est plus grande, on a moins de contraintes, mais par contre ça a des revers, c'est-à-dire qu'entreprise individuelle BNC, s'il y a des gros gaps de chiffre d'affaires, on sait que l'année d'après, il y a des régules. Les régularisations sont assez costauds. Auquel cas, si on passe en CELAR, on se verse un salaire, on l'a modulé. Donc derrière, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que je me pose souvent la question, à quoi bon changer de statut si par exemple en étant en micro-entreprise, en auto-entrepreneur, parfois ça peut suffire à gagner suffisamment bien sa vie. Alors on paye des charges sur tout ce qu'on gagne, c'est clair, mais est-ce que ça nécessite tout de suite d'avoir une réflexion quand on s'installe ou vaut mieux vraiment réagir plutôt qu'anticiper? Tu sais, vraiment, est-ce que si je fais 20 000 euros de chiffre d'affaires, je commence déjà, tu vois? Non, je pense que c'est un peu tôt comme seuil. Aujourd'hui, le micro-BNC a été bien relevé, donc on n'est pas du tout sur ces... À mon sens, déjà, tant qu'on peut bénéficier, alors c'est pareil, diététicien, nutritionniste, tout dépend. Si j'ai beaucoup de charges parce que j'ai un local, etc., j'ai de la charge. Après, si j'en ai pas, le statut micro-BNC est très confortable parce qu'il y a un abattement qui est d'office. Et derrière, ça permet quand même d'avoir quelque chose de conséquent. Donc là-dessus se posera la question. Et puis en fait, c'est de se dire comment je vais me structurer. Est-ce que j'ai envie de rester seule? Est-ce que je vise une association? C'est un peu ces questions-là qu'il faut se poser. Tant que je suis seule avec un chiffre d'affaires annuel au démarrage, je ne sais pas, on va peut-être tabler, alors tu sauras mieux me dire, est-ce que c'est 50 000, est-ce que c'est... c'est très dépendant, c'est un peu comme l'immobilier si tu veux, ça dépend de la rue. Est-ce que c'est 30 000? Auquel cas, ça c'est des seuils où... ça dépend. Enfin, je veux dire, l'activité peut être restée en libéral individuel. Et tu penses que pour une meilleure qualité de vie, évidemment, le chiffre d'affaires compte, mais la liberté d'esprit serait de tendre vers donc un changement de structure, se mettre en structure. Et est-ce que tu penses que l'association, parce qu'elle parle souvent de l'association, puisqu'elle est avocate, et souvent les avocats, les notaires sont associés, en fait, ils sont des cabinets associés. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec la santé sur la qualité de vie, sur le chiffre d'affaires, est-ce que c'est juste une question de charge au final, de cumul de charges? Alors, dans l'association, on peut partir d'une association de simples moyens, c'est-à-dire, par exemple, on va partager ensemble un local, on va partager des frais, de la com, etc., et s'en tenir strictement à ces moyens-là. Donc, chacun reste indépendant sur son exercice. À l'association la plus poussée, où là, par contre, la clientèle appartient à la société, et chacun a des parts dans la société. Là, c'est une question, l'association d'une société, c'est comme un mariage, il faut partager une vision, il faut être complémentaire ou en tout cas fonctionner d'une certaine manière, que ce soit attractif pour chacun. Tout dépend, est-ce qu'on se dit qu'on fait un gros cabinet nutrition, etc. Est-ce qu'on peut s'associer avec d'autres paramédicaux? Je ne sais pas, de la kiné très précise, même un médecin, un psychologue, enfin que sais-je, même un médecin. Alors médecin, la question qui se posera, peuvent-ils s'associer avec juste des paramédicaux? C'est une profession ordinale, tout dépend de l'autorisation en termes de structure, si on peut Je ne sais pas, je ne saurais même pas te dire s'il existe... En fait, ça me paraît très évident qu'il y ait des médecins qui soient déjà associés avec... il y a la typologie clinique qui existe déjà, c'est une forme d'association. Et tu penses que ça a plus de pouvoir d'être associé si d'autres diètes s'associent parce qu'ils ont du mal à avoir suffisamment de chiffre d'affaires? Est-ce que de s'associer, est-ce que c'est juste une vision entrepreneuriale et se dire mais tiens on va aller... En fait, la question c'est si je ne travaille pas assez et que je me dis je m'associe, je vais mieux travailler,
Entre guillemets, si on a 3 nutritionnistes ensemble qui ont les mêmes compétences, ça reste 3 concurrents. L'association, elle est positive. Je pense si chacun peut avoir peut-être quelque chose que l'autre n'a pas. Là, auquel cas, les clients de l'un peuvent même des fois dévier de l'autre, mais sans que ce soit capté. Ou alors, c'est de se dire, on fait tous pareil, mais le but, c'est d'arriver à 3, de monter, entre guillemets, quelque chose de marketing qui soit suffisamment fort et attractif pour capter des parts de marché parce qu'on est 3 et que les gens vont venir là parce qu'on est un service renforcé. C'est vrai qu'il y a quand même cette vision d'entrepreneur alors je fais un peu le naïf parce que j'essaie de me placer en tant qu'étudiant diète, pour essayer de déjà on effleure le sujet et à l'avenir il y aura d'autres vidéos, mais tout est malheureusement tout est marketing en soi. Tout est capacité à convaincre, à montrer qu'on a des capacités, qu'on est capable de répondre à un besoin, peu importe qu'on soit dans la santé ou pas en fait. Alors pas forcément, par exemple je prendrais un exemple, si toi tu es nutritionniste et que tu te mets sur un créneau, alors pardon, c'est peut-être pas du tout, mais par exemple l'alimentation anti-inflammatoire pour des gens qui ont des pathologies et qu'on sait identifier que ça va avoir un impact assez fort. Peut-être que ton collègue, lui, sera plutôt sur la nutrition du sport et peut-être que ton autre associé sera sur la nutrition, alors j'en sais rien, infantile par exemple. Tu as 3 dominantes, les gens qui viennent là savent que demain j'ai telle problématique, je suis dans un cabinet qui a une aura, une compétence plus large. Alors que si je vais voir Monsieur Maxime dans son cabinet, peut-être que c'est un généraliste et que je me dis, est-ce que j'identifie telle ou telle chose? C'est vrai que c'est ma difficulté là aujourd'hui. J'ai 3, bientôt 4 lieux de consultation, cabinet. Et quand j'essaie de communiquer sur moi, sur mes compétences, je me positionne effectivement comme un généraliste. Mais c'est vrai que je ne vois pas le lieu comme une entité qui a une spécialité. Alors je suis dans Clermont, je suis dans un cabinet qui est de kiné et qui est spécialisé dans le sport. C'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est plus moi le spécialiste, c'est le lieu. Et c'est une vraie notion que tu m'apportes parce que je pense que ça serait vraiment la force de ce qu'on entend souvent en maison de santé ou quoi, ou en tout cas en travailler ensemble, même on peut travailler à plusieurs diètes. Tu as parlé de concurrence. Je sais pas si, j'aime pas trop dire concurrence parce que souvent dans la santé, je préfère dire plus il y a d'ingrédients dans le gâteau, plus le gâteau est gros. Et donc plus de gens vont aller vers les diététiciens. Contrairement aux médecins qui eux ouvrent la porte, ils ont du monde, entre guillemets, ils ont déjà une liste d'attente. Il s'avère qu'aujourd'hui c'est une petite vidéo, donc je vais essayer d'avancer un peu sur le sujet et en particulier de l'ordre. J'en profite puisque tu en fais partie. Donc tu vois, les médecins sont... Ton mari est médecin, c'est ça? Donc ton mari, il a, donc, non seulement il a un ordre, mais il est aussi remboursé par la Sécu. Tu peux avoir un ordre, peut être remboursé, tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que toi, de ton point de vue, en tant que médecin, est-ce qu'il se sent contraint, ou est-ce que tu penses que c'est plutôt bénéfique, ou est-ce qu'il y a des phases avec des phases sans? Et toi, pareil, en tant qu'avocate, est-ce que tu considères que c'est un avantage ou pas d'avoir un ordre? Alors après, ça sera plus facile pour moi de parler de mon ordre en tant qu'avocat, parce que je suis membre du Conseil de l'ordre, ça veut dire que je suis amenée à être très impliquée dans l'ordre. Il y a plusieurs choses. Alors en tant qu'avocat, mais pour ta profession, ça se rejoindrait, c'est que d'abord, on protège un périmètre. Nous, on est profession réglementée, n'importe qui ne peut pas faire du droit et n'importe qui ne peut pas vendre des prestations. Donc déjà, on va protéger ce périmètre-là. Si on voit qu'il y a des personnes qui se vendent conseil en telle chose et qui ne sont pas habilitées à le faire. Un comptable, par exemple. Alors c'est différent parce que le comptable, à titre principal, est expert comptable, mission comptable, mais à titre subsidiaire, peut proposer une prestation juridique. Ça, j'ai mis le doigt, il fallait pas peut-être. Alors, disons qu'il y a des choses qui sont ouvertes, mais c'est encadré d'une certaine manière. Par contre, demain, n'importe qui ne peut pas poser une plaque en se disant conseil en droit, etc. Parce que là, et comment ça se passe? C'est de la délation, ça remonte à vous et vous attaquez? Alors, c'est de la profession illégale, l'exercice illégal de la profession d'avocat. Voilà. Et comment ça se passe?
s'il y en a un qui fait ça? Eh ben, l'ordre va écrire au procureur, va D'accord. faire un courrier circonstancié en rappelant qu'il n'a pas le droit, etc. et va déposer plainte. Oui, quand c'est l'ordre des avocats, Voilà. ça Donc barre. ça, c'est entre guillemets, ça vis-à-vis des tiers et vis-à-vis de la population, on protège notre métier. Deuxième chose, on a des règlements intérieurs qui permettent aussi de réguler et d'encadrer notre profession en termes de barreau. Alors nous, l'ordre est rattaché à un barreau, donc c'est un tribunal judiciaire. Donc là, il y en a un Clermont, D'accord, il y a un ok. ordre à Clermont. Oui. Derrière, on va valider le tableau. Qui dit ordre dit un tableau, c'est-à-dire Ouais. là où sont inscrites toutes les Compétences. personnes. Ah oui, tableau, Donc, d'accord, ok. elles sont-elles bien diplômées? Ouais. Ont-elles tous les justificatifs, etc. Voilà, on régule tout ça. Pareil, constitution de société, les statuts sont-ils conformes à la profession? Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va réguler. Donc c'est un outil de protection, c'est un outil de régulation et c'est, comme son nom l'indique, l'ordre, c'est-à-dire que si un confrère ne respecte pas notre déontologie, ne respecte pas le règlement, on va le sanctionner. D'accord. Mais en quoi ça pourrait être si problématique? Est-ce qu'il y a souvent des sanctions? Moi, la crainte que j'ai dans la santé, c'est de restreindre mes pratiques, non pas qu'elles soient illicites, mais parfois c'est plus de l'ordre de la méthodologie et du bon sens et de la technique que d'un processus. Tu vois? Alors, normalement, l'ordre n'a pas à rentrer dans ta pratique. Là où on va rentrer dans ta pratique, c'est si demain, tu te dis médecin. Oui. Là où tu ne l'es pas. Ouais, tout à fait. Comme moi, je suis avocat, et derrière, on va me sanctionner si je fais des choses qui ne sont pas conformes à ma déontologie. Si tu fais de la compta. Voilà. Oui, oui, parce que là, je suis sur un périmètre qui n'est pas le mien, effectivement. Voilà, okay. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ordre, il va plutôt être là pour structurer ton métier. Oui. C'est-à-dire par rapport aux tiers, on crée un ordre des nutritionnistes. Donc derrière, voilà quel diététicien, faut que tu dises diététicien. Voilà quel est le périmètre du diététicien. Ouais. Donc ce qui est en dehors et qui n'est pas diplômé, correspond pas, n'est pas sur notre tableau. Et par rapport aux clients, patients, c'est d'être sûr d'avoir quelqu'un qui est diplômé, qui fait partie d'un ordre et qui respecte une certaine norme professionnelle. Oui, d'accord, ok. C'est vrai qu'on est, tu vois, entre proposer des plans alimentaires, diététiques méditerranéennes, quelque chose d'équilibré, tout ça, par rapport à un diététicien du sport qui va aller sur la performance qui est entre guillemets moins santé et donc même utiliser les outils qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire des compléments alimentaires, c'est possible, c'est même récurrent. Il y en a plein qui sont validés, d'autres un peu moins, mais derrière ça, moi j'ai peur que par exemple l'ordre vienne se dire non mais là il n'y a que ça qu'on utilise et rien d'autre. Sachant que la connaissance va plus vite que la structuration, ça pourrait poser des problématiques, tu vois, un peu border. Et c'est le cas qu'on a entre, ça c'est dans le métier de diète, mais tu l'as après dans le diététicien versus une naturopathie qui est tellement vaste et tellement sourcée par exemple de médecine indienne, ayurvédique, chinoise, ou même juste le remède de grand-mère, tu vois, c'est une forme de soin. Voilà, donc c'est des craintes qu'on a pour l'ordre, et derrière ça, ensuite, se faire accepter par les médecins. Est-ce que c'est pas une... parce que je pense que parfois c'est le mot ordre qui peut faire peur, où on se dit on va être fliqué et on ne pourra plus faire ce qu'on souhaite. Après, pour moi, ce n'est pas le but d'un ordre. L'ordre, il vient simplement donner le périmètre du métier. Et derrière, la personne fait ses missions dans ce périmètre, dans une certaine déontologie. Donc ça va être, par exemple, l'avocat, on a un serment, on doit se conformer à ce serment. On doit faire preuve, par exemple, de probité. Ça paraît évident, mais on doit respecter la loi en toutes circonstances. Voilà, donc derrière, l'ordre ne vient pas nous taper dessus en regardant nos dossiers. Déjà, c'est confidentiel, il n'aurait pas le droit. Mais surtout, il ne vient pas nous contrôler dans les missions qu'on fait. Là, c'est la responsabilité professionnelle. Oui, d'accord. Okay. Oui, il y a une forme de secret médical aussi pour vous. Et derrière ça, tout n'est pas... D'accord, ok. Et tu penses que c'est vraiment vertueux? Tu penses que sans ordre, on ne pourrait pas s'en sortir? Et est-ce que si vous aviez une association représentante des avocats, avec le même degré de financement, le même degré de pouvoir, si je peux dire ça, en fait, la différence, c'est
Alors c'est très particulier parce que... Est-ce que c'est vertical? Vraiment, est-ce que c'est horizontal? Pour répondre à ta question, c'est que déjà, comment je dirais, le bâtonnier, donc c'est le représentant de l'ordre des avocats, il a des prérogatives en tant que juridiction. Donc par exemple, il peut rendre des ordonnances de taxes et des factures impayées d'avocats, des choses comme ça. Ouais. Donc en association, il ne pourrait pas avoir ce pouvoir-là, il a un pouvoir particulier. L'ordre des avocats, c'est pareil, il peut se constituer partie civile, peut engager des poursuites, etc. C'est une forme de société en fait. Juridiquement, c'est quoi l'ordre? Juridiquement, ça a une structure particulière, c'est un ordre. C'est quelque chose de spécifique. Donc l'association aurait pouvoir pour agir, mais le président n'aurait pas les mêmes prérogatives qu'un bâtonnier. Et la constitution, la création d'un potentiel ordre des diététiciens est réalisée par des diététiciens pour des diètes, ou est-ce que ça doit être fait sous l'égide de médecins? C'est un peu généralement le chapeau, c'est le responsable, ou des avocats, peut-être justement dans le juridique, ou tout le monde, ou est-ce que c'est vraiment par les diètes pour les diètes? Alors je pense que ça se ferait par la loi aussi. D'accord. Quelle loi? Voilà. Il y en a tellement. La profession d'avocat est réglementée par la loi, comme la profession. D'accord, donc des il faut médecins. d'abord une loi sur la pratique. Alors on l'a, sur le métier de diététicien. Alors après, le niveau de détail, je ne sais pas si ça importe dans la loi, vraiment. Mais on peut avoir une usurpation du métier de diététicien. En gros, toi, tu prescris tu rédiges un plan alimentaire, c'est une forme de prescription. Donc c'est d'abord la loi, et ensuite c'est les diététiciens qui se constituent en ordre, c'est ça? C'est pas d'autres personnes qui viennent imposer le tableau, le machin. Il faut que la loi prévoie toutes ces prérogatives-là, et après les diététiciens s'organisent dans leur ordre, etc. Ok, d'accord. Donc là, moi, ma réflexion, parce que moi je pars de zéro, je connais rien. Je me dis qu'il faudrait que j'aille rechercher, savoir s'il y a déjà... Alors il y a des lois, mais à quel point la loi est avancée, à combien de temps une loi peut passer, si elle peut, pour pouvoir après vraiment... Est-ce que c'est même... Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que ça soit valable de créer un ordre, là factuellement. Enfin, c'est valable, pardon, mais réalisable dans l'année qui suit, je ne suis pas sûr. Après, je pense que, comment je dirais, oui, parfois c'est une volonté politique de mettre un cadre sur quelque chose qui... Il faudrait quand même un soutien, un regard du ministère de la Santé, peut-être de l'ordre des médecins aussi pour nous aider, ou des infirmiers par exemple, ou d'autres quoi, j'imagine. Ok, bon. On a un peu survolé tout ça, c'est pas mal. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on se refasse une vidéo un autre jour, une autre semaine, un autre mois, une autre année s'il faut, avec des questions qui pourraient m'être posées un peu plus spécifiquement, que je sélectionnerai, qui pourraient servir au grand nombre, sur le milieu de l'installation, sur le volet juridique, peut-être même un peu comptable du coup, s'il peut nous aider, sur le contractuel, s'il nous faut des contrats spécifiques, si on vend des choses, si on s'associe, si on vend du service. Voilà. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir pris un peu de ton temps, parce que je sais qu'il est précieux. Oui, c'est vrai. Et puis, je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Allez, salut. À bientôt. Ciao. Au revoir.